Magali, Julien, le journal de la FAP. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre 4e édition du 23 avril 2026. Place au titre. International. Suite au blocus américain, à Cuba, la situation se dégrade. Notre rédaction a décidé d'enquêter. Rachel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment on travaille sur l'international à la CGT aujourd'hui et dans la fédération plus précisément? L'activité internationale, en fait, c'est comment on arrive à faire le lien entre ce qui se passe au niveau international, y compris avec les camarades avec lesquels nous travaillons des autres organisations internationales, et notre activité. On est quand même une fédération où il y a énormément de multinationales. On voit bien que les choses sont liées et qu'on ne peut pas continuer à travailler les uns sans les autres. Et on a besoin de créer des passerelles pour travailler des projets communs et puis faire connaître ce qui se passe, donner des éléments à nos syndiqués et pouvoir travailler les convergences revendicatives et de lutte. Alors il y a les questions de solidarité, alors bien sûr la solidarité financière, mais il y a aussi la solidarité par le biais d'expression. Il y a aussi la solidarité pour faire connaître leur situation et sensibiliser les salariés. Et toutes ces questions, en fait, on les traite au niveau du pôle international. Merci beaucoup Rachel pour ces précisions. Christian, toi, de manière personnelle, tu es concerné par ce qui se passe à Cuba. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors moi, ça fait 30 ans que j'ai une proximité, on va dire, avec la plus grande île des Caraïbes. La première fois que j'y suis allé, c'était en 1995 comme délégué du mouvement des jeunes communistes au Festival international de la jeunesse et des étudiants Cuba Vive, et contre le blocus, dans le cadre aussi du collectif Un bateau pour Cuba. Donc déjà à l'époque, la solidarité internationale contre le blocus. Je me suis marié avec une cubaine, j'ai eu des enfants, machin, enfin voilà. Et donc ça fait 30 ans que je retourne régulièrement. Là, ces 3 dernières années, on y est allé pas plus tard que le mois de mars dernier. On voit l'évolution de la vie cubaine, alors qu'ils étaient en train quand même de se reconstruire un petit peu ces dernières années. Et ben de nouveau, on leur enfonce la tête de l'eau avec les 243 nouvelles mesures que Trump a instituées. Et maintenant, avec le deuxième blocus pétrolier naval, avec des navires de guerre, évidemment, au sud et au nord de l'île, pour empêcher toute alimentation en pétrole. Hein. Mon beau-fils, par exemple, qui est médecin à La Havane, depuis à peu près 2 semaines, il était obligé d'arrêter d'être médecin, parce que il y a 1 an, le transport était déjà cher, mais ça lui coûtait à peu près la moitié de son salaire pour se rendre à son travail. Aujourd'hui, ça lui coûte 2,5 fois son salaire. Donc en gros, il paye pour aller travailler. Donc il est obligé d'arrêter. Et beaucoup de gens comme ça ne peuvent plus aller bosser. Juste un ordre d'idée, le litre d'essence aujourd'hui est entre 5 et 10 euros. C'est à peu près 10 euros le salaire moyen. Le litre d'huile est à 4 euros, le kilo de riz est à presque 1 euro. Avec un salaire moyen, on vit 2 jours. Quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est très important, effectivement, de leur montrer aux Cubains qu'il y a une solidarité internationale à tout point de vue qui s'organise. On sait que tu es très impliqué dans la cause concernant Cuba, la situation à Cuba. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La situation cubaine, elle est très compliquée. D'abord, c'est l'exemple de l'internationalisme de la CGT, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aspect caritatif, on est vraiment dans la solidarité avec les Cubains et dans la coopération avec les Cubains, dans ce qu'on monte. Et donc les Cubains nous expliquent comment eux fonctionnent et nous, on leur donne des éléments aussi sur la manière dont on travaille. Et évidemment, on a des opérations de solidarité concrètes parce que les États-Unis sont en train de littéralement asphyxier l'île en empêchant le pétrole d'arriver et donc pas d'électricité parce qu'elle est produite à partir du pétrole. Il y a aujourd'hui 20 heures de coupure d'électricité par jour à Cuba et puis l'économie qui tourne au ralenti. Il y a 80 000 Cubains qui attendent des opérations parce que quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas aller à l'hôpital. Donc c'est une situation absolument dramatique. L'ONU a d'ailleurs décrété que c'était un effondrement humanitaire que provoquaient les États-Unis. Et donc la CGT ne reste pas inactive quand un de ses partenaires comme ça, nous on est lié à la CTC, la Confédération des travailleurs de Cuba, quand un de nos partenaires syndicaux est dans la difficulté, on organise la solidarité comme on l'a fait dans d'autres pays. Et donc on organise des collectes financières pour de l'aide matérielle et notamment des panneaux photovoltaïques.
photovoltaïque. Il y en a une en ce moment. Oui, il y en a une qu'on a relancée il y a un mois, puisqu'on avait déjà fait une collecte pour le passage de l'ouragan Mélissa. Et là, on a relancé une collecte pour axer vraiment sur l'électricité. Les Cubains ont besoin d'électricité. Et donc, ils ont développé un plan de déploiement de panneaux photovoltaïques et on va les aider à payer des kits de panneaux photovoltaïques. Voilà. Très bien, Laurent, on donnera toutes les infos pour participer à la collecte. Merci. Bonne Merci journée à vous et bon bonne congrès. continuation. Merci Julien. Nous passons à la suite du programme. Vous avez ici le plus vieux document du fonds d'archives de la Fédération, qui est le procès-verbal du congrès du syndicat national des agents, qui fut l'un des premiers syndicats du secteur PTT, donc, qui date de 1901. Benoît, tu es archiviste fédéral. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Mon premier rôle, c'est de collecter les archives de la Fédération, ensuite de les classer pour qu'elles puissent être conservées dans les meilleures conditions possibles, et enfin les communiquer aux chercheurs et à tout membre de la fédération qui en souhaite. Si tu avais une pièce dans les archives qui te marque, enfin un document ou quelque chose, ce serait quoi? J'aime bien ce qui est photo, et l'une des photos qui me marque sur la grève de 1909, où on voit pour la première fois donc, des femmes militantes arrêtées par la police de l'époque, ce qui signifie que la place des femmes, notamment au sein du syndicalisme, mais notamment au sein des PTT, c'est un peu précurseur dans l'histoire de France, puisque c'était un service très féminisé depuis très longtemps. Et donc cette image, elle est marquante. Elle est marquante à la fois de la répression, et puis elle est marquante aussi de l'évolution du métier, des différents métiers d'administration des PTT. Tous les congressistes ont reçu dans leur sacoche un flyer les invitant à venir me voir pour qu'on puisse discuter justement des archives et des différentes techniques d'archivage et des problèmes que notamment les syndicats départementaux peuvent rencontrer dans la gestion de leurs archives de tous les jours. Eh bien, merci Benoît pour ces éclaircissements. Sophie Binet, secrétaire confédérale CGT, a participé aux travaux du congrès. Nous l'avons interceptée juste avant qu'elle ne quitte les lieux. Et merci de prendre le temps de répondre à nos questions pendant tes congés. Tout à fait, je confirme. Sophie, tu as assisté à une partie des débats, tu y es intervenue. Est-ce que tu aurais un mot à dire que tu n'aurais pas eu le temps de dire pendant ton intervention? Je crois que j'ai déjà fait une intervention un peu longue, donc j'ai eu le temps de dire beaucoup de choses. Peut-être juste une chose, si je devais résumer mon propos, elle est belle la CGT, et donc protégeons-la et continuons à la faire vivre toutes et tous ensemble. Sophie, en ce moment, il y a un grand débat autour du 1er mai. On rajoute le 8 mars. Tu peux nous en dire plus? D'abord, c'est pas un grand débat, c'est une grande bataille, puisque ils osent tout. Enfin, je crois que c'est Coluche qui disait c'est à ça qu'on reconnaît les cons, c'est qu'ils osent tout. Bon là, je pense qu'on en a détecté un paquet qui ont même osé tenter nous voler cette journée du 1er mai. La CGT, elle a été au combat, et alors que personne, ça fait 1 an qu'on tirait la sonnette d'alarme, et donc personne n'en avait rien à faire, on a forcé à l'enterrement de cette proposition de loi de la honte, puisque ça permettait d'ouvrir tous azimuts tous les commerces et même l'industrie agroalimentaire le 1er mai, donc de mettre fin à la spécificité du 1er mai. Donc on a gagné une bataille, mais pas la guerre, puisque le gouvernement, pour éviter que sa majorité perde définitivement la face, a annoncé un nouveau projet de loi, donc qui est beaucoup moins grave que le premier, puisque ça conditionne le travail du 1er mai à 2 conditions cumulatives. D'abord, le fait d'avoir un accord de branche, et ensuite le fait que ça soit pour les artisans boulangers et pour les artisans fleuristes. Donc ça concerne 20 fois moins de salariés que la première proposition de loi, mais c'est quand même un problème, donc on va continuer la bagarre. Et puis, la CGT, quand elle se bat pas seulement en défense, on garde pas seulement nos buts, mais on joue à l'offensive et on essaye de marquer des buts chez l'adversaire. Et donc finalement, cette bataille pour le 1er mai, ça a d'abord permis de repolitiser la question du 1er mai. Je pense que beaucoup avaient un peu oublié ce que c'est cette journée, d'où elle vient et pourquoi c'est pas une journée comme les autres. Et là, je pense qu'on a fait un travail de conscientisation important. Et puis aussi et surtout, de porter notre revendication de réduction du temps de travail. Contrairement à ce qu'ils assènent matin, midi et soir, c'est pas vrai que les travailleurs français travaillent moins que leurs voisins. On a 11 jours fériés en moyenne en France, alors qu'il y en a 12 en moyenne au plan européen. Donc, nous pouvons revendiquer d'autres jours fériés. Le 8 mars, c'est exactement, le petit frère, la petite sœur du 1er mai. La revendication du 8 mars, elle est née
20 ou 30 ans après le 1er mai, avec une construction complètement identique, puisque le 1er mai, l'Internationale des travailleurs et des travailleuses a commencé par dire le 1er mai, on se met toutes et tous en grève dans le monde entier pour gagner la réduction du temps de travail. Et c'est sur la base de ces grèves du 1er mai qu'on a gagné la réduction du temps de travail, la journée de 8 heures, et aussi le 1er mai comme jour férié, chômé et rémunéré. Et le 8 mars, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la CGT, elle se bat avec d'autres pour gagner une grève féministe le 8 mars, et donc on peut revendiquer exactement la même chose le 8 mars que pour le 1er mai, c'est-à-dire que le 8 mars soit une journée fériée, chômée et rémunérée qui s'inscrivent dans notre objectif de réduction du temps de travail, de la même manière qu'on revendique les 32 heures, une 6e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser aux congressistes, délégués, participants du 38e congrès de la CGT FAPT? Bien, bon congrès, les camarades. Un congrès, c'est toujours un moment magnifique pour échanger sur les luttes, sur les stratégies menées au quotidien. C'est un moment où on vient puiser de la force. Donc, je suis sûre que vous sortirez avec encore plus de force que vous n'êtes arrivé à ce congrès. Eh bien, merci, on te libère et bonne fin de vacances, si on peut le dire. C'est ça. Je vais essayer de les reprendre. Ouais. Culture. Suite au concert à Montreuil, nous sommes allés à la rencontre des artistes. Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Les Goguettes et Planète Boum Boum. Bonjour. 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 Alors tout d'abord, un petit mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va commencer par Les Goguettes, l'histoire de votre groupe? Comment vous vous êtes rencontrés? J'ai rencontré à une scène ouverte de goguettes, c'est-à-dire de parodie de chansons, qui avait lieu au Limonaire à Paris. Je ne sais pas exactement comment on s'est rencontrés, mais on vient d'un milieu militant à la base, donc du coup on s'est rencontrés sûrement sur un lieu de blocage. Et on a formé le groupe lors de la réforme des retraites saison 2020 sous Elisabeth Borne. Est-ce que tu as vu un changement dans le monde de la culture ces dernières années, notamment avec peut-être la montée de l'extrême droite ou les coupes budgétaires qui sont faites sur tout ce qui est culture? Nous, ce qu'on constate quand même aussi, c'est qu'il y a vraiment aussi une bataille culturelle qui est menée par le secteur de la culture en ce moment contre la montée de l'extrême droite et contre des idées réactionnaires. Et qu'il y a aussi une vraie envie, c'est un peu ce qu'on ressent, d'engagement de la part de lieux, de la part d'artistes. Et que du coup, il y a aussi vraiment des artistes qui prennent leur part à cette bataille culturelle et qui utilisent leur art et qui le rendre plus politique pour lutter aussi et résister. Donc il y a des choses dures, mais il y a aussi plein de belles choses et des choses comme l'album La lutte est belle, par exemple, qui est des formes d'art engagé pour résister aussi. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est sur le côté sombre du tableau, on va dire, de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on nous, on a de la chance, on tourne beaucoup et assez facilement et depuis assez longtemps, mais on voit bien que pour l'immense majorité des groupes de notre entourage ou des artistes de notre entourage, les choses sont de plus en plus compliquées. Il y a de plus en plus de lieux qui ferment, de lieux qui perdent leurs moyens, leurs subventions. On voit bien que la subvention culturelle, elle devient une arme idéologique plus qu'un acquis de service public. Comme c'était le cas, je pense, nous, quand on a commencé, c'était quand même encore globalement le cas. On allait dans des théâtres, dans des lieux où on ne posait pas la question de la ligne de programmation et on subventionnait des lieux de culture et de plus en plus, sous l'impulsion de gens comme Laurent Wauquiez, par exemple, dans sa région, où en fait, ça devient un levier idéologique, quoi. Et qu'en fait, on ne peut plus faire ce qu'on veut, et ce qu'on peut exprimer, les idées qu'on veut exprimer, sous peine d'avoir, par exemple, une privation de subvention. Ça devient des choses qui sont hyper fréquentes aujourd'hui, quoi. D'où l'importance dans nos luttes, également de la lutte culturelle, au vu de vos témoignages. Ouais, de concevoir la culture comme un service public et comme une liberté de création qui devrait être normalement complètement détachée du politique. Un mot, un mantra que vous auriez à dire à nos congressistes? On lâche rien, on est ensemble, que la lutte continue et qu'elle soit belle. Moi, j'ai un tatouage qui fait partie de mon costume de scène. Force à vous, les camarades. Safab Talé. C'est lui qui anime ce soir. Hein. On peut craindre des jeux de mots. Et ben, en tant qu'habitant de la Diagonale du Vide, vive les services publics. Eh ben, je vous remercie. Je te dis que j'ai pas de retour. Je m'en fous qu'on soit à l'antenne. Maintenant, je vous propose notre rendez-vous quotidien au plus près des congressistes. José, bonjour. Bonjour.
José, déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Je suis de Haute-Corse, secrétaire départemental. Ça fait 3 jours que les travaux ont commencé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, de bons débats, des échanges, tout est bien. Bon, une bonne organisation, presque aussi bonne que celle du dernier congrès en Corse. Pas mal, un peu intense, certaines choses, parce que des fois, prise de parole un peu trop longue, et on nous perd, mais autrement, c'est constructif. Tout le monde peut s'exprimer, et je pense que parfois, il manque un peu de réponse. Bah écoute, moi, c'est mon 3e congrès fédéral. C'est celui qui m'aura le moins plu. En termes d'organisation, je trouve que l'effet qu'on ait plusieurs espaces, qu'on ne soit pas ensemble le soir, ça nous coupe vachement de moments fraternels. Et ça, pour moi, c'est dommage, alors que pour une fois, on avait plus de 50% de participation de nouveaux congressistes. Là, les débats commencent sur le contenu du document d'orientation. Ce rapport, il ne prête pas à des débats très profonds, mais plutôt à des discussions de virgule. Il y a des points de vue qui s'affrontent, des camarades qui se mettent en valeur. Là, pour le moment, ce que je retiens, c'est qu'il y a d'une partie de la résistance, de l'autre côté, il y a une envie de renouveau. J'espère qu'on va pouvoir avancer un peu sur le fond et non pas la forme à partir d'après la pause, parce qu'il va falloir qu'on aille crever quelques abcès. Je pense qu'on est tous un peu dans la même galère, on a tous le même vécu, tous un peu aussi les mêmes problèmes, mais c'est bien d'échanger. C'est d'excellentes impressions, c'est vraiment un très très bon congrès. Je pense que les débats ils sont intéressants et que moi c'est mon premier congrès, donc j'apprends au fur et à mesure. Lucille, 3 ans après 3 jours de congrès sur Paris, quel est ton ressenti? Là, ce qui est bien, c'est que j'ai du recul. Je vois un peu mieux comment ça peut se passer. On a envie de participer forcément un peu plus. Donc, c'est un peu plus éclairant sur comment ça se passe. Qu'est-ce qui a pu progresser? Il manque la mer. Il y a la Seine. Oui, t'es arrivé par la Seine. Oui, c'était un peu long, mais ça va. Merci pour votre attention. Nous nous retrouverons dès demain pour une nouvelle édition.